Le golfe de Thaïlande s'avance très loin dans l'ancien Siam jusqu'à la capitale, Bangkok, située presque à égale distance de la Birmanie et du Cambodge. La ville est construite à 1 mètre à peine au-dessus du niveau de la mer. Son cœur même est établi sur les alluvions instables du fleuve Chao Phraya. Bangkok vit dans l'urgence. Chaque jour qui commence donne le départ d'une course folle. « 95% des Thaïlandais sont bouddhistes. Tôt le matin, les bonzes arpentent les rues afin de collecter la nourriture que leur offrent les fidèles pour gagner le maximum de mérite. Malgré les apparences, le temps compte aussi pour les bonzes, puisqu'ils doivent impérativement prendre leur unique repas quotidien avant midi. Dans cette ville qui court après le temps, il est quasi impossible d'être à l'heure. Ceux qui sont condamnés à utiliser une voiture atteignent péniblement la vitesse moyenne de 8 km à l'heure aux heures de pointe. « 8 millions d'habitants s'agitent dans cette mégapole qui n'était qu'un village de pêcheurs il y a 2 siècles à peine. Le temps s'arrête devant le Grand Palais, un concentré architectural des 2 derniers siècles de la Thaïlande. Toute la foi et la tradition thaï s'expriment dans cette ancienne résidence royale. Intégré dans l'enceinte du Grand Palais, le Wat Phra Keo est le temple le plus prestigieux du pays. Il a été consacré à la fin du XVIIIe siècle lorsque Bangkok devint capitale. À l'origine réservé au roi, ce temple est célèbre parce qu'il abrite la statue du Bouddha d'émeraude, sculptée dans une pierre semi-précieuse de couleur émeraude. Une statue au pouvoir bénéfique. Pour préserver ses pouvoirs, il est interdit de prendre la moindre image du petit Bouddha, haut de 75 cm. La loi protège la religion. Manquer de respect à une statue de Bouddha serait considéré comme un sacrilège. Tous les bâtiments du temple ont été restaurés pour le bicentenaire de Bangkok en 1982. Ce travail méticuleux représente une synthèse éblouissante des techniques décoratives utilisées dans le pays. Les 9 rois de la dernière dynastie portent le nom de Rama. Seuls les 3 premiers ont réellement vécu au Grand Palais. Les autres en ont fait le siège symbolique de la royauté en ajoutant une touche personnelle, comme Rama V au XIXe siècle qui a ouvert son pays sur l'Occident. Le roi actuel, Rama IX, occupe le trône depuis plus de 50 ans. À l'image de la monarchie britannique, la famille royale thaï n'a en principe pas de réel pouvoir politique. Elle jouit d'un prestige immense. Ne pas se lever pendant l'hymne national est une grave insulte. Aux grandes occasions, le roi prend la tête d'une flottille extraordinaire. Une 50aine de barges somptueusement décorées transportent ses offrandes. Malgré les aléas de la conjoncture économique, Bangkok correspond en tout point à ce que les sociologues appellent une cité prééminente, une ville qui surpasse toutes les autres. Jusqu'au début des années 90, on a construit d'une manière débridée. Le métro et certaines autoroutes urbaines ne seront peut-être jamais terminées. Mais les orgueilleux gratte-ciel domineront longtemps la Menam, le fleuve. Les contraintes d'une vie urbaine trépidante n'ont pas modifié les règles du savoir-vivre thaï. Plusieurs d'entre elles peuvent déconcerter les Occidentaux. Selon une notion héritée des hindous, les Thaïs estiment que la tête est la partie la plus noble du corps et les pieds la plus impure. Il ne faut donc jamais toucher la tête d'une personne car c'est le siège de son âme. Il est encore moins indiqué de désigner quelqu'un avec son pied, par exemple en croisant les jambes. Plutôt que d'enjamber un corps allongé, il vaut mieux le contourner.
Grand ami, flot majestueux, compagnon de notre vie, de toi viennent nos joies et nos douleurs. Le fleuve Chao Phraya inspire les poètes. Longtemps, de l'intérieur des terres jusqu'à la mer, le fleuve a été le seul axe de communication. Il dégorge la ville de son trafic terrestre. Mais le Chao Phraya peut aussi engorger la ville lorsqu'il est gonflé par les pluies de la mousson ou lorsque la marée trop basse fait chuter son niveau. Les 7 ponts qui franchissent le Chao Phraya ont à peine réduit le trafic fluvial. Dans le balai incessant des embarcations, les longtails, les bateaux à longue queue, se distinguent par leur rapidité mais aussi par leur arbre de transmission démesuré, à la fois hélice et gouvernail. Je m'appelle Tieple. C'est mon père qui m'a appris à conduire le bateau. Mais au départ, c'était un bateau plus petit. Ce moteur, c'est un moteur qui vient du Japon. Il fonctionne au diesel. La longue queue, c'est pour faciliter les manœuvres. À l'époque où Bangkok est devenue capitale, les nouveaux arrivants ont commencé à s'installer sur les rives du Chao Phraya. C'est le roi qui ordonna de construire les maisons sur pilotis pour assurer une meilleure aération et une meilleure hygiène, parce que les épidémies de choléra se succédaient. À travers ces klongs, ces canaux, Bangkok n'a pas changé. L'architecture végétale de cette ville flottante subsiste telle que le romancier anglais Joseph Conrad l'a découverte à la fin du XIXe siècle. Il a été frappé par ces milliers d'habitations humaines construites quasiment sans clous. Les lattes des planchers ne sont en effet pas ajustées afin d'amortir les mouvements de l'eau. Les attitudes et les gestes, les couleurs et les senteurs sont immuables. Seuls les moteurs sont récents. Le bouddhisme est né en Inde 5 siècles environ avant Jésus-Christ. Il est arrivé ici beaucoup plus tard, au 2e et 3e siècle de notre ère, amené par des marchands indiens venus en bateau rechercher de nouveaux débouchés. Alors que le bouddhisme a aujourd'hui pratiquement disparu en Inde, il est très vivant en Extrême-Orient. Le bouddhisme thaï ne prévoit ni jour sacré chômé comme le dimanche, ni office liturgique comme la messe. Les manifestations extérieures de la foi ne manquent pourtant pas. Elles peuvent être particulièrement exubérantes. Pour la fête de l'eau, Songkran, les jeunes gens s'aspergent d'eau mélangée à de la poudre de riz ou à de la poussière de charbon. Songkran marque le nouvel an bouddhique et pendant 3 jours, c'est la folie collective. C'est l'occasion d'un bain de fraîcheur. Nous sommes à la mi-avril, le mois le plus chaud. Cette fête est fondamentale dans le calendrier thaï puisqu'elle précède les semailles du riz et l'eau joue un rôle purificateur. Tous les Bouddhas ont droit eux aussi à ce grand nettoyage de printemps. À
À l'occasion, on cherche à gagner des mérites en couvrant les Bouddhas de minces feuilles d'or. Par exemple, une feuille d'or appliquée sur la bouche de la statue permettra de mieux s'exprimer. On multiplie les offrandes aux bonzes, tout en sachant que les femmes ne peuvent entrer en contact direct avec eux. L'argent, la nourriture et le bouton de fleurs de lotus sont des cadeaux classiques. Toujours en avril, le mois le plus venteux, les relations entre les sexes sont transposées dans les combats de cerfs-volants. Les grands, mâles, tentent de faire tomber les petits, femelles. À Bangkok, il n'y a pas d'heure de pointe pour la circulation, car à l'exception des heures tardives de la nuit, elle est toujours extrêmement dense. La crise économique qui a frappé tout l'Extrême-Orient en 1997 a ralenti quelque peu la progression du trafic, mais on a calculé néanmoins que l'automobiliste moyen passe 40 jours par an dans sa voiture. Au hit parade de la pollution, Bangkok atteint un tel niveau qu'elle a été mise hors concours par rapport aux villes les plus polluées d'Asie. D'ailleurs, la moitié des policiers affectés à la circulation souffrent de troubles respiratoires. Pour lutter contre la pollution, comme pour sortir des bouchons, le Samlor, le cyclopousse à 3 roues, a l'avenir devant lui. Le Samlor possède une version motorisée. C'est d'ailleurs le bruit du moteur 2 temps qui est à l'origine de son nom. On l'appelle tuk-tuk. Pour ceux qui ne peuvent pas se payer une voiture, le tuk-tuk est un précieux gagne-pain, même si la monnaie locale, le baht, a souffert de la crise. Ça fait 5 ans qu'il travaille comme chauffeur tuk-tuk. Et ce tuk-tuk, c'est pas ça, lui n'est pas propriétaire, ils sont loués par jour, 300 bahts par jour, vous voyez. Et puis il commençait le travail à partir de 4h du matin jusqu'à 4h l'après-midi. Hein. Et après 4h l'après-midi, il prend sa voiture, il y a un autre qui va remplacer. Et il peut gagner la journée à peu près 500 bahts ou 600 bahts par jour. Plus rapide et pas plus cher que le tuk-tuk, la moto-taxi entre dans les mœurs. Quand on sait qu'il arrive à certains automobilistes d'emporter un récipient pour satisfaire leurs besoins naturels dans les embouteillages, on reconnaît les avantages de la moto-taxi. Les taxis avec compteur roulent au gaz et donc ne polluent pas. Leur compteur lui-même est aussi un vrai progrès, encore faut-il qu'il tourne. La gare, construite par des Hollandais à la veille de la Première Guerre, rappelle que les Thaïlandais adorent voyager. Peut-être parce que Bouddha lui-même, à la recherche de la vérité, a voyagé pendant les 45 dernières années de sa vie. Les références au voyage sont très nombreuses dans le bouddhisme. Les milliers de petits vendeurs ambulants appliquent à leur façon le principe de l'errance bouddhique. Leur matériel est aussi léger que leur prix, et malgré les interdictions régulièrement lancées par les gouverneurs de Bangkok successifs, les petits étalages sont omniprésents. Pour sentir battre le pouls de la vie quotidienne, il n'y a pas meilleur endroit. Ici, l'esprit d'entreprise ne connaît pas de limites. Les plus inventifs ont pignon sur rue et les plus dynamiques sont les rois du macadam.
Par leur nature, certaines activités se sont sédentarisées et par ce fait même, les rues se sont spécialisées. À proximité des temples, on exploite la fibre religieuse de chaque taille. Les vendeurs ont le sens de la nuance, car en principe, une statue de Bouddha ne peut ni s'acheter, ni se vendre, elle ne peut qu'être louée. Attention, il ne faut pas jouer avec les amulettes. Les Thaïs croient beaucoup en leur protection qui couvre à la fois les pannes de taxi, les peines de cœur et les paris divers. Au siècle dernier, certains visiteurs ont vu en Bangkok un grand village primitif, presque totalement englouti par la forêt vierge. Dans sa profusion, le marché aux fleurs leur donne raison, avec les fleurs de lotus en bouton, symbole de la beauté éphémère. Les compositions florales, ou fleurs recomposées, étaient autrefois un exercice réservé aux dames de la cour qui en dissimulaient jalousement la technique. Ce sont d'authentiques œuvres d'art, dont le matériau de base est la feuille de bananier pliée qui sert d'écrin à l'une ou l'autre des 27 000 espèces florales du pays. Les orchidées sont bien entendu l'une des fleurs les plus utilisées. Le week-end se tient le fameux marché Chatuchak. C'est un invraisemblable bric-à-brac d'antiquité plus ou moins d'époque, où les potiches clinquantes cohabitent avec les cochons de lait caramélisés. Chatuchak est le festival des sens, où les camelots et les cuistots sont les jongleurs et les saltimbanques. Chatuchak est le ventre de Bangkok, qui engloutit des montagnes de canards dodus et de crevettes géantes. Du producteur au consommateur, la distance est courte. Les ruches sont tellement proches que le miel bourdonne encore. Quelques trafics menacent hélas un certain nombre d'animaux exotiques qui appartiennent à des espèces protégées. Le parc Lumpini est le seul espace vert de Bangkok. Tôt le matin, les passants peuvent y être frappés de lancinants ralentis et animés de curieuses secousses. C'est un exercice traditionnel chinois pour soigner les maladies très graves qui ne peuvent pas être soignées normalement. Cet exercice peut vous guérir. C'est un rapport entre l'énergie et votre corps. Une très belle énergie, vous savez. Une énergie qui fait perdre le contact avec les réalités. Les Chinois vivaient déjà à Bangkok lorsque la ville devint capitale, il y a 2 siècles. Ils occupaient le quartier où le roi décida d'installer sa résidence. Ils durent se réfugier ici. L'esprit d'entreprise des Chinois n'a pas de frontières. On estime qu'ils contrôlent ici presque 80% du commerce d'exportation, du riz aux bijoux et de l'étain au bois.
Les Chinois de Bangkok ne mangent pas avec des baguettes, mais avec une cuillère, comme les Thaïs, signe de la grande affinité entre les deux cultures. Ici, les Chinois ont toujours eu l'intelligence d'associer les Thaïs à leurs affaires. Malgré quelques périodes de tension, la communauté chinoise a toujours été bien intégrée. Les échanges alimentaires sont multiples. Pourtant, les cuisines gardent leur personnalité. Ainsi, les Thaïs ont emprunté les nouilles aux Chinois. Mais ces derniers n'ont pas renoncé à leurs ingrédients favoris. Nid d'hirondelle, vessie d'ours, viande de chauve-souris, cornes d'antilope ou bile de cobra dissoute dans l'alcool. La cuisine végétarienne thaï s'imprègne des influences chinoises, indiennes et malaises. Elle bénéficie de l'œuvre d'un ancien gouverneur qui avait créé une chaîne de restaurants végétariens à but non lucratif. L'écrivain français Paul Morand a visité le quartier chinois de Bangkok dans les années 20. On y rencontrait, selon lui, les derniers traits d'une Asie qui n'existe plus en Chine. Lorsqu'on envisage de construire un immeuble, la première chose à faire est de se protéger contre les mauvais esprits. On les éloigne en les invitant à s'installer dans une maison annexe, plus confortable que la sienne, la maison des esprits. Alors maintenant, nous sommes au monument du dieu hindouiste qui s'appelle Brahm. C'est fondateur du monde. Il est installé pour porter bonheur aux vertus du grand magasin qui s'appelle World Trade Center. Quelquefois, des gens qui mettent des statues et des fonds et puis les fleurs en jaune pour leur vénérer. Bien antérieur à l'arrivée du bouddhisme, le culte des esprits est resté très vivant. Leur maison ne doit jamais se trouver à l'ombre, et pour que les esprits malfaisants ne soient pas tentés de rôder alentour, on leur dépose des offrandes et on les prie avec ferveur de ne pas sortir. Au bord du Chao Phraya pointe le Wat Arun, le temple de l'aube. Pour l'écrivain japonais Mishima, la tour qui monte par étages vers le sommet donne l'impression d'une série de rêves superposés. Au soleil, le temple jette des éclats de lumière. Ses flancs sont couverts d'une mosaïque de débris de porcelaine chinoise. Ce ne sont pas les vestiges d'une gigantesque querelle de ménage, mais plutôt la récupération d'un matériau ordinaire dont les Chinois se servaient pour lester leurs bateaux. À un moment ou à un autre de leur vie, pendant quelques semaines, la plupart des Thaïlandais croyants se font moines. Le contrat des fonctionnaires prévoit d'ailleurs un congé payé pour permettre la retraite monastique. Une famille acquiert beaucoup de mérite lorsqu'un de ses enfants revêt la robe safran. Aujourd'hui, 10% de la population masculine thaï vit dans les monastères. Ce panneau au Bouddha allongé annonce le Wat Po, le plus grand monastère de Thaïlande. Fondé au XVIe siècle, c'est aussi le plus vieux temple de Bangkok.
Le Wat Po est en Thaïlande le plus ancien centre d'éducation publique. L'édifice doit beaucoup de sa notoriété à la statue de Bouddha couché dans la position qu'il a adoptée juste avant de mourir, avant d'atteindre le nirvana. La statue mesure près de 50 mètres. Elle est couverte de feuilles d'or, à l'exception de la plante des pieds, ornée d'incrustations de nacre qui énumèrent les 108 qualités de Bouddha. Dans leur temple, les bouddhistes acceptent avec tolérance la présence de disciplines parallèles comme l'astrologie. Ah, alors là, vous allez changer de métier. Usually, the people come. They have some problem about the life, like a Normalement, les gens qui viennent ont des problèmes à propos de leur vie, comme le travail, l'amour ou les finances. I can keep. Je réponds à toutes les questions de mes clients parce que je calcule d'après les planètes. The planet. Something Qu'il vous arrive du bien ou du mal, je vous dis tout. Le recours à la chiromancie, l'interprétation des lignes ou des formes de la main révèle la vision cosmologique des bouddhistes. La main, comme le visage, sont les reflets de l'être. Chaque élément est à la fois l'image et la partie d'un tout. Les massages appartiennent aux médecines traditionnelles codifiées depuis des siècles. Dans un ensemble de gestes précis et raffinés, ils associent le pétrissage des muscles, les manipulations du squelette et les fortes pressions exercées sur les nerfs, les tendons ou les ligaments. Au Wat Po, même les jeux de l'esprit valent un massage. Les pensées se détachent du monde. La purification n'est pas loin. Le Wat Saket, ou temple de la montagne d'or, est avec ses 80 mètres le point culminant de Bangkok. Le Wat Saket est propice au recueillement et à la méditation. Autrefois, l'endroit était sinistre. C'est ici que les gens du peuple étaient incinérés. Au XIXe siècle, pendant les épidémies de choléra, les cadavres, trop nombreux, étaient laissés en pâture aux chiens et aux vautours. Le Wat Traimit aurait parfaitement pu rester un temple ordinaire avec son cortège d'offrandes, de prières et de fidèles. Il est devenu célèbre en 1955 tout à fait par hasard. À l'époque, le temple était presque à l'abandon et le propriétaire du terrain entreprit de déplacer une statue de Bouddha en plâtre. Lors de l'opération, la lourde statue de 5 tonnes et demie fit une chute. Le plâtre se fissura et révéla un Bouddha en or massif. Le plâtre devait sans doute soustraire la statue à la convoitise des envahisseurs. Pour le bouddhisme, la meilleure façon de gagner des mérites, c'est de faire réaliser une statue de Bouddha. Comme le maître n'a fait l'objet d'aucune représentation de son vivant, les mensurations sont donc toutes théoriques. Une statue qui a la taille d'un grain de riz est tout aussi bénéfique. Ce portique en teck haut de 30 mètres servait jadis de balançoire rituel. Des jeunes gens s'y balançaient dans l'espoir d'attraper un sac d'or fixé sur un mât. Après plusieurs accidents mortels, l'épreuve a été supprimée. Le Wat Sutat a bénéficié de la générosité des marchands. Faute de place, ils se débarrassaient ici des statues ramenées de Chine pour équilibrer leur bateau lorsqu'ils devaient rentrer sans marchandises. Les rois thaïs ont été très attentifs à la décoration du temple. Pour en assurer l'originalité, l'un d'entre eux a fait jeter tous les instruments des sculpteurs dans le fleuve.
Le plus vaste et le plus récent des temples de Bangkok n'a pas un siècle. Le Wat Ben Chamabopit a été conçu par le demi-frère du roi. L'édifice est couvert de tuiles chinoises vernissées et de marbre gris de Carrare. À condition qu'ils sachent lire et écrire, les garçons âgés de 12 à 19 ans peuvent s'initier à la vie du bonze. Pour gagner leur médaille de bonze, ces jeunes novices doivent respecter des règles strictes. Par exemple, interdiction de siffloter ou de chanter. Mais prendre la robe safran n'est jamais irréversible. On peut être moine pour 3 semaines ou pour 1 an. Les canaux sont comblés et presque aussitôt de nouvelles rues apparaissent. Les maisons sur pilotis sont rasées et sont remplacées par des immeubles dont les fondations imposent qu'on injecte des millions de tonnes de béton dans le sol incertain. Les modifications du paysage urbain sont tellement rapides qu'il n'existe aucune carte à jour de la ville contemporaine. Malgré ses allures de ville champignon, Bangkok est dans la tourmente depuis que les économies de l'Asie du Sud-Est entière ont été frappées par une grave crise. La croissance de tous ces pays a été financée par un trop fort endettement, ce qui les a rendus vulnérables. Les investisseurs américains et japonais n'affluent plus en masse dans cette capitale qui a grandi trop vite grâce à sa force de séduction. Aujourd'hui, les hommes d'affaires doivent parfois descendre sur le trottoir pour revendre leurs biens les plus précieux. Comme vous le savez, l'économie a pris un sacré coup. Alors, c'est devenu habituel que les gens viennent ici vendre leurs Mercedes, leurs BM et même leurs avions. Ça vaut le coup de venir même un week-end, car il y a de bonnes occasions. Un jour, on peut faire fortune dans l'immobilier et le lendemain, vendre des t-shirts. Sukhumvit Road est un des hauts lieux du négoce local. Pourtant, malgré les échoppes ordinaires et les visages débonnaires, les objets présentés ici ont 3 particularités en commun. La griffe prestigieuse, le prix imbattable et le fait qu'ils sont faux. Sous la pression des gouvernements occidentaux, les contrefaçons sont certes interdites et l'État est obligé de mener la vie dure aux faussaires. Mais la réalité de la rue fait de la résistance. La Thaïlande possède des mines de rubis et de saphirs. Elle occupe un des premiers rangs dans le monde pour la taille des pierres précieuses. Rien qu'à Bangkok, on dénombre une 30aine d'ateliers. La prudence est recommandée pour l'achat de bijoux, car pour titrer l'or, les Thaïs ont un système propre qui s'écarte de l'étalonnage international en carats. L'influence de l'Occident est de plus en plus marquée dans la société thaï, surtout à Bangkok. Les coutumes survivent pourtant dans la discrétion. Les contacts physiques entre sexes opposés sont dans la rue tout à fait déplacés. Les jeunes gens ne peuvent se tenir par la main que depuis le début des années 70. Et la tradition recommande que seuls les petits doigts se croisent. Le cinéma, très vivant à Bangkok, est un des axes de transmission du modèle occidental. Derrière l'écran se cachent les plaies du décollage industriel, à commencer par l'exode rural.
Les panneaux publicitaires dissimulent mal les conséquences de la flambée des loyers et la précarité d'une vie jusqu'ici essentiellement agricole. Même au bas de l'échelle, le revenu annuel moyen est 10 fois plus élevé dans la capitale que dans les campagnes. Pour échapper à sa condition et s'élever au-dessus des quartiers pauvres, le théâtre populaire est encore le meilleur espoir. La réalité y prend des couleurs et l'homme de la rue a l'étoffe d'un héros. En contemplant Bangkok, l'écrivain britannique Somerset Maugham faisait en 1930 le portrait peu flatteur d'une ville avec ses arcades et ses rues droites toutes semblables, une ville sans imagination, sans histoire, sans nostalgie et, pire que tout, une ville délaissée par les peintres et par les poètes. Et pourtant, écrivait-il, quand on la quitte, c'est avec le sentiment qu'on a manqué quelque chose, un secret qu'elle a bien gardé. Le musée national simplifie grandement la tâche des visiteurs hantés par le risque de manquer quelque chose. Ces 20 bâtiments proposent un panorama complet de toute l'histoire artistique thaï, religieuse ou profane. C'est la meilleure introduction à la sculpture de ce pays. Avec ses 4 étages et ses 90 pièces, le palais Vimarmek est entièrement construit en teck doré imputrescible. Il servait de maison de campagne à la famille royale. Dans un cadre tout aussi champêtre, se dissimule un ensemble de 6 maisons, toujours en teck, originaires de différentes régions. Agencées pour n'en faire qu'une seule, ces maisons appartenaient à un industriel américain, Jim Thompson. Jim Thompson, il était américain. Il était un commandant dans l'armée d'Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il était en Thaïlande, habité ici et fait revivre la façon de fabriquer la soie. Thompson a travaillé dans les services de la CIA. Il disparut mystérieusement à la fin des années 60, après avoir relancé la fabrication de la soie naturelle. La soie thaï est plus épaisse et plus raide que la chinoise. En outre, les fils de soie sont teints avant d'être tissés. Les soieries doivent à ce procédé leurs motifs élaborés et la richesse de leur ton. Avec les produits de l'artisanat, les antiquités se taillent une belle part du marché de l'exportation. Pour sortir des pièces authentiques, il faut l'autorisation du département des Beaux-Arts. Et même s'il s'agit d'une belle copie, il vaut mieux avoir un document officiel car les douaniers ne font pas toujours la différence. L'exportation des objets religieux est prohibée. Cela vaut pour les statues, entières ou même en fragments. La gastronomie thaï est inimitable. Les ingrédients locaux et les influences chinoises, indiennes et malaises en font une des cuisines les plus originales d'Asie et l'une des plus fines au monde. 40 variétés de piments, presque autant de riz, des épices et des herbes subtiles, des produits frais et la multiplicité des plats contribuent à sa réputation. Comme une corolle qui s'épanouit, le fruit retrouve ses origines et redevient fleur sous la main experte d'artistes authentiques. Jadis, cette activité était l'apanage des femmes de la cour.
La danse et le théâtre sont étroitement liés. Les acteurs racontent l'intrigue par le mime. La gestuelle des mains et du corps exprime les émotions que les visages fermés contiennent et que les lèvres pincées retiennent. Quand le soleil tropical lâche un peu prise, quand la nuit et le fleuve se mêlent pour apporter une fraîcheur toute relative, Bangkok ne s'endort pas pour autant. Elle soutient les regards, les allume et le monde accourt pour son sex appeal. Les néons de Patpong dominent la nuit et les marchés font à peine diversion. Les marchandes vendent leur charme. Et dans la lumière électrique, les rouges à lèvres sont trop voyants. Les soldats américains, pendant la guerre du Vietnam, tout proche, débarquaient ici en permission par régiments entiers. Ils donnèrent à Bangkok et à Patpong leur réputation sulfureuse. Aujourd'hui, Patpong s'est quelque peu assagi, dissimulant ses frasques derrière un marché de nuit presque respectable. Mais Bangkok porte toujours mal son surnom de Cité des Anges. Au XVIIe siècle déjà, un marin de passage observait qu'ici, il n'y avait pas de honte pour une femme à prendre plusieurs maris temporaires, et au contraire, c'était un honneur d'être aimé par tant d'hommes différents. Les corps à corps prennent toutes les formes dans le quartier de Patpong. Sous les yeux avertis et avides de sensations fortes, on joue à se faire mal, on joue à se faire peur. Sans ces nuits blanches, Bangkok n'aurait pas les mêmes attraits. En Thaïlande, on prend toujours des gants pour s'exprimer. La boxe thaï ne déroge pas à la règle. Avant de combattre, les boxeurs se livrent à un curieux exercice destiné autant à éloigner les mauvais esprits qu'à intimider l'adversaire. Dans une ambiance survoltée, les combats excitent les spectateurs qui parient des sommes considérables. Ici, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. À l'exception de la tête, toutes les parties du corps peuvent porter des coups. Le règlement précise toutefois qu'il est interdit d'étrangler, de griffer ou de cracher. La population thaï est très jeune. En effet, la moitié des Thaïlandais n'a pas 20 ans. Les rues du samedi soir ne manquent pas d'animation. Dans la capitale, les jeunes sont les principaux vecteurs des modes de vie occidentaux. Alors que les Thaïs n'ont pas d'affinité particulière avec les langues étrangères, les jeunes gens tournés vers l'Occident comblent le retard, surtout en anglais. Heureusement, les rythmes traditionnels sont préservés et traversent les modes presque sans dommage. Et au moindre prétexte, théâtre, musique et danse se retrouvent dans la rue.
Lorsqu'on s'arrache à l'attraction de Bangkok, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour retrouver la Thaïlande ancestrale. Le marché flottant de Damnen Saduak. Il faut s'imprégner des matières, des couleurs et des senteurs dominantes, car elles sont parfaitement conformes à celles qui régnaient à Bangkok il y a moins d'un siècle. Le temps s'écoule ici de manière tellement imperceptible qu'on le remonte sans aucune peine. Le Rose Garden, le jardin des roses, porte un nom un peu exagéré. En effet, le climat local ne convient pas du tout aux roses. En revanche, les conditions sont favorables à l'orchidée, la véritable fleur nationale. Le Rose Garden présente une palette d'activités qui permettent aux visiteurs de faire connaissance avec les différentes facettes du pays. Les visiteurs savent ainsi où ils poseront les pieds et peuvent s'imprégner des rythmes et des sonorités originaires de plusieurs régions. Les coques thaï s'apprécient avec modération. Les danses et les tenues chatoyantes viennent de contrées où elles sont menacées par l'oubli quand elles n'y ont pas déjà complètement disparu. Le patrimoine naturel du pays est lui aussi préservé. La ferme des crocodiles rassemble 30 000 spécimens de ces impressionnants reptiles. Il ne faut pas confondre le crocodile verdâtre et l'alligator grisâtre. Le premier est meilleur nageur que le second. Malgré son air débonnaire, le crocodile est une redoutable machine à tuer. Il voit à la verticale et est donc capable d'attraper des proies en vol. Il n'attaque l'homme que s'il a faim ou s'il est en colère. Quelle que soit sa destination, le croco d'élevage n'est pas menacé. Dès l'entrée de Siam Park, retour dans le monde de la contrefaçon. Il faut vraiment se frotter les yeux pour ne pas se croire à Disneyland. Le modèle américain y défile comme à la parade. Seul Bouddha est authentique, et ça vaut la peine de lui faire la fête, car la réussite de la Thaïlande tient en grande partie au tourisme. Le secteur connaît ici une progression fabuleuse. En 40 ans, les visiteurs, bénis des dieux, ont été multipliés par 64. Ce boom sans précédent a fait du tourisme la première source de revenus. Pour gagner des visiteurs et engranger des mérites, on ouvre la cage aux oiseaux et on libère des poissons. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Les oiseaux et les poissons, bien sûr, mais aussi les visiteurs et les dieux. C'est la vision ordonnée du monde bouddhique, symbolisée par la roue.
Aujourd'hui, les Thaïs suivent d'autres canaux que les Klong, d'autres voies que celles de la religion pour atteindre plus vite la sagesse. Tout particulièrement à Bangkok, le monde a pris d'autres proportions et les moulins à prière entonnent d'autres chansons. Mais la foi est vive et la ferveur demeure. Loy Krathong, la fête des Lumières, est sans doute la plus belle du calendrier thaï. Les Krathong sont des petites embarcations végétales dominées par une bougie qu'on laisse dériver sur le fleuve. Dans la grande tradition asiatique des papiers pliés, les Krathong sont préparés à partir de feuilles de bananier découpées en forme de boutons de lotus, décorées de fleurs et ornées de bâtons d'encens. En milliers de lucioles, naturelles ou artificielles, la fête de Loy Krathong commémore la venue de Bouddha sur Terre. Les lumières de la ville et les bougies fleuries qu'on laisse s'éloigner sur l'eau sont comme les balises d'un aéroport céleste qui indiquerait à la cité la voie à suivre. En octobre-novembre, lors du 12e mois lunaire, la nuit de la pleine lune, les Krathong sont offerts aux esprits du fleuve. Parce qu'il avait atteint l'illumination spirituelle, Bouddha était surnommé l'éveillé. À Bangkok, il veille et il n'y a aucun risque qu'il s'endorme.